Ma famille a donné mon fonds d'études à ma sœur parce qu'elle a plus de potentiel. J'ai payé mes propres études. Aujourd'hui, je suis associé dans mon cabinet. Elle me demande de l'argent. Le potentiel ne paie pas le loyer. Salut Reddit. Alors, ma famille a donné mon fonds d'études à ma sœur, parce qu'elle avait plus de potentiel. J'ai financé moi-même mes études. Aujourd'hui, je suis associé dans mon cabinet, et devinez qui me demande de l'argent? Prenez votre popcorn, car c'est sur le point d'être l'histoire la plus folle, sur la confiance aveugle, que vous lirez de toute la semaine. J'ai 33 ans maintenant, et ma petite sœur, Jenny, en a 30. En grandissant, notre famille appartenait fermement à la classe moyenne. Pas riche, mais suffisamment à l'aise pour que mes parents ouvrent des fonds d'études pour nous deux, quand nous étions enfants. Le plan était simple. Ils y contribueraient à hauteur de leurs moyens, et au moment de nos 18 ans, nous aurions chacun environ 40,000 $ pour nous aider à payer l'université. Rien d'extravagant, mais assez pour faire une vraie différence. Dès que j'ai été en âge de comprendre la valeur de l'argent, mes parents m'ont inculqué qu'il fallait être responsable avec ce fonds. J'entendais constamment des leçons de morale sur mon avenir, et sur le fait de faire des choix intelligents. Je ne pouvais pas acheter un nouveau jeu vidéo, sans avoir droit à un discours sur la responsabilité financière. Pendant ce temps, Jenny obtenait tout ce qu'elle voulait, quand elle le voulait, parce qu'apparemment, des règles différentes s'appliquaient à elle. Laissez-moi vous brosser un tableau de notre enfance. J'étais l'enfant ennuyeux. Je jouais au baseball, j'avais des notes correctes, j'avais un groupe d'amis solides, et, de manière générale, je ne m'attirais pas d'ennui. Je ne faisais pas d'étincelles, mais je ne causais pas de problème non plus. Juste un gamin moyen, essayant de comprendre la vie. La réaction de mes parents, face à pratiquement tout ce que je faisais, se résumait à un hochement de tête approbateur, mais sans grande conviction. Un 15/20 à un contrôle? C'est bien, chéri. Pris dans l'équipe de baseball? Bon travail. C'était comme être reconnu par un robot, programmé pour donner le minimum d'encouragement possible. Jenny, en revanche, était spéciale. Elle était dans tous les cours avancés, tous les programmes d'excellence, et toutes les activités d'enrichissement que notre district scolaire proposait. Elle jouait du violon, participait au club de débat, et incarnait parfaitement le cliché de l'enfant surdoué. Ne vous méprenez pas, elle était sincèrement intelligente, mais à entendre mes parents parler d'elle, on aurait cru qu'elle était destinée à guérir le cancer, et à résoudre la faim dans le monde, avant son 25e anniversaire. Chaque conversation à table tournait autour des exploits de Jenny. Jenny a obtenu le poste de premier violon dans l'orchestre. L'équipe de débat de Jenny a gagné le concours régional. Le professeur de Jenny dit qu'elle est l'élève la plus talentueuse qu'ils aient eue depuis des années. J'aurais pu franchir la porte avec un prix Nobel, et mes parents m'auraient répondu, c'est super, mais as-tu entendu parler du projet de science de Jenny? Le favoritisme n'était même pas subtil. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu une carte cadeau de 50 $ pour GameStop, et une carte indiquant joyeux anniversaire, avec la signature de mon père. Pour les 16 ans de Jenny, ils lui ont organisé une fête surprise, ont invité 40 personnes, ont privatisé un restaurant, et lui ont offert un MacBook Pro. Quand j'ai demandé pourquoi mon anniversaire était différent, ma mère a répondu, eh bien, Jenny a un bel avenir devant elle. Nous devons soutenir ses ambitions. Vous savez quel message cela envoie à un enfant? Que vous êtes le plan B, l'enfant de secours, celui qu'il tolère un peu par défaut, en attendant que la star de la famille accomplisse quelque chose d'incroyable. Lors de ma dernière année de lycée, j'ai postulé à plusieurs universités d'État. Rien de luxueux, juste de bonnes universités publiques, où je pourrais étudier le commerce, et, avec un peu de chance, obtenir mon diplôme sans crouler sous les dettes. J'ai été accepté dans mon premier choix, une solide université d'État située à environ 2 heures de la maison. J'étais ravi. La réaction de mes parents a été « Oh, c'est bien ». Et puis, ils sont retournés discuter de la candidature de Jenny pour une bourse d'excellence nationale. À l'époque, Jenny était en première, mais elle était déjà courtisée par des écoles prestigieuses. On parle d'un intérêt de la part de l'Ivy League, d'offres de bourse, la totale. Elle n'avait que l'embarras du choix. Mes parents en perdaient la tête de fierté. Ils en parlaient sans arrêt. Notre fille ira peut-être à Princeton. Et elle lui a envoyé une lettre personnelle. C'était comme vivre avec son fan club.
J'ai commencé l'université à l'automne 2009. L'économie se remettait encore du krach de 2008, et mes parents m'ont fait asseoir avant mon départ pour le campus. Cette conversation est gravée dans ma mémoire, car elle a tout changé. Mon père s'est raclé la gorge, de cette façon si particulière qu'il a, quand il s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. « Fils, nous devons parler de ton fonds d'études. » Je pensais qu'ils allaient me dire que le fonds avait été touché par le krach boursier. Ça aurait été dur, mais je l'aurais compris. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est ce qui a suivi. Nous avons pris une décision, a dit ma mère, en évitant presque de croiser mon regard. Nous allons réallouer ton fonds d'études à l'éducation de génie. Je me souviens être resté assis là, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Pardon, quoi? Mon père est intervenu, en utilisant sa voix d'adulte raisonnable. Génie a été accepté à l'université de Columbia. C'est une opportunité incroyable, mais même avec ces bourses, les coûts sont considérables. Ton université d'État est beaucoup plus abordable, et nous pensons que tu t'en sortiras très bien avec des prêts étudiants, et un travail à temps partiel. Vous lui donnez mon fonds d'études, ai-je demandé, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Le fonds dont vous m'avez dit, toute ma vie, qu'il était pour mon éducation? Ma mère a pris ce ton défensif qu'elle utilise, lorsqu'elle sait qu'elle est injuste, mais qu'elle refuse de l'admettre. Nous ne le donnons pas. Nous l'investissons là où il aura le plus d'impact. Génie va faire des choses incroyables. Elle a besoin de tous les avantages que nous pouvons lui offrir. Et moi, non, ai-je demandé. Mon père a fait un signe de la main, d'un air dédaigneux. Tu t'en sortiras. Tu es plus terre à accent grave terre. Tu n'as pas besoin d'une éducation dans l'Ivy League pour réussir. Génie est différente. Elle a un véritable potentiel. Le mot était lâché. Le mot qui allait me hanter pendant des années. Potentiel. Je n'avais pas de potentiel. J'étais juste terre à accent grave terre, ennuyeux, sans risque, et je ne valais pas l'investissement. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, sentant la colère monter dans ma poitrine. Vous avez passé toute mon enfance à me dire que ce fonds était à moi, et maintenant, vous le prenez tout simplement, parce que Génie est spécial et que moi, je ne le suis pas? Ma mère a littéralement levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Il s'agit de faire des choix intelligents pour la famille. Quand Génie réussira, elle sera capable de nous aider tous. Considère cela comme un investissement à long terme, d'accord? Un investissement qui, apparemment, ne valait pas la peine d'être fait pour moi. J'ai demandé s'il comptait au moins me laisser quelque chose. N'importe quoi. Mon père a dit qu'il garderait 5,000 $ dans mon fonds pour les urgences, mais que le reste, soit environ 35,000 $, irait à Génie. Il a dit cela comme s'il était généreux, comme si me laisser une infime partie de ce qui était censé m'appartenir, était une sorte de cadeau. Je suis parti à l'université une semaine plus tard, me sentant complètement trahi. Ce fonds d'urgence de 5,000 $ a duré exactement un semestre. Les livres, le logement, le forfait repas, les frais divers, tout s'est accumulé très vite. Dès janvier, je postulais pour tous les prêts possibles, et je cherchais un emploi. J'ai fini par travailler dans un supermarché, 25 heures par semaine, tout en suivant un cursus complet. Mon emploi du temps était brutal. J'avais cours de 8 heures à 15 heures la plupart des jours, puis je travaillais de 16 heures à 21 heures. Je rentrais chez moi, j'étudiais jusqu'à minuit, je dormais 6 heures, et je recommençais tout. Les week-ends étaient consacrés à rattraper les devoirs que je n'avais pas finis pendant la semaine, et à prendre des heures supplémentaires au travail, quand je le pouvais. Pendant ce temps, Génie vivait sa meilleure vie à Columbia. Mes parents publiaient des mises à jour constantes sur Facebook, au sujet de ses réussites. Génie est sur la liste d'excellence du doyen. Génie fait de la recherche avec un professeur de renom. Génie passe ses vacances de printemps à une conférence à Londres. Chaque publication ressemblait à un coup de poignard dans le ventre. J'appelais à la maison de temps en temps, et les conversations étaient toujours les mêmes. Il me demandait comment se passaient les cours, avec ce ton qui laissait entendre qu'il se fichait complètement de la réponse, puis il passait 30 minutes à parler de la chose incroyable que Génie faisait cette semaine-là. Quand je mentionnais que je travaillais 25 heures par semaine en plus des cours, mon père répondait « Bien. Ça forge le caractère. » Mais quand Génie a décroché un stage prestigieux, non rémunéré,
que mes parents ont dû l'aider à financer, cela a été célébré comme si elle avait remporté la bourse MacArthur. Le point de rupture s'est produit au cours de ma 2e année. Je croulais sous les dettes étudiantes, je travaillais jusqu'à l'épuisement, et je maintenais tout juste mes notes au-dessus de la moyenne. J'ai appelé à la maison, et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider juste un peu, peut-être quelques centaines de dollars par mois, pour lâcher la pression. Je ne demandais même pas grand-chose, juste assez pour pouvoir réduire mes heures de travail, et me concentrer davantage sur mes études. Ma mère a carrément ri. Chérie, nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes déjà très justes financièrement pour aider Jenny avec ses dépenses. Columbia, c'est cher, tu sais. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que vous lui avez donné mon fonds d'études. Elle a fait silence. Puis, elle a dit, nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Un jour, Jenny fera notre fierté à tous. Tu dois arrêter d'être amère à ce sujet. J'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé à la maison pendant 6 mois après ça. Ils ne l'ont même pas remarqué. La dernière année d'université a été la plus dure. Je prenais 18 crédits, je travaillais 30 heures par semaine, et je postulais à des emplois, tout en essayant de maintenir la moyenne nécessaire pour obtenir mon diplôme. Je me souviens d'une semaine en particulier, où j'ai fait un double service le samedi, j'ai eu un examen important le lundi, un projet de groupe à rendre le mercredi, et 2 entretiens d'embauche le jeudi et le vendredi. J'ai dû dormir peut-être 15 heures au total cette semaine-là. Je tenais le coup grâce aux boissons énergisantes, et à ma pure rancœur. Pendant la semaine des examens finaux de ma dernière année, j'ai attrapé une gastro-entérite de l'enfer. Probablement à cause d'un des gamins avec qui je travaillais au supermarché. J'étais tellement malade que je tenais à peine debout, mais j'avais 3 examens finaux, et mes gardes au travail. Je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail, car j'avais besoin de chaque dollar pour les frais de remise de diplôme, et mes dépenses de déménagement. J'ai passé mes examens tout en repoussant des vagues de nausées, et j'ai assuré mes heures de travail en avalant des médicaments antinauséeux toutes les 4 heures. J'ai appelé ma mère, pensant qu'elle m'offrirait peut-être un peu de compassion, ou me demanderait si j'avais besoin de quelque chose. Elle m'a dit de boire de l'eau et de me reposer, puis a passé 20 minutes à me parler de l'incroyable fête de remise de diplôme qu'ils organisaient pour Jenny. Ils avaient invité 100 personnes, loué une salle, engagé un traiteur. Le tout allait coûter environ 8,000 $. J'étais trop malade et fatigué pour même me mettre en colère. J'ai obtenu mon diplôme en 4 ans, avec une spécialisation en finance, et environ 80,000 $ de dettes étudiantes. Ma remise de diplôme a eu lieu un samedi à 10 heures. J'ai traversé cette scène, j'ai reçu mon diplôme, et, ensuite, je me suis assis dans le public avec la famille de mon colocataire, car la mienne n'avait pas pris la peine de venir. Pourquoi n'ont-ils pas pu venir? Parce qu'ils étaient tous à New York, en train de célébrer la remise de diplôme de Jenny à Columbia, qui avait eu lieu une semaine plus tôt. Ma remise de diplôme tombait en même temps que le brunch de luxe qu'ils avaient prévu, dans la foulée de la fête de Jenny. Quand je leur avais annoncé la date de ma cérémonie des mois auparavant, ma mère avait soupiré et dit « Oh, chérie, c'est le même week-end que les événements pour la célébration de Jenny. Nous ne pouvons absolument pas manquer ça, mais nous sommes très fiers de toi. » Ils m'ont envoyé une carte. À l'intérieur se trouvait un chèque de 100 $, et un mot disant « Félicitations pour ton accomplissement. Avec tout notre amour, maman et papa. » La carte montrait une photo libre de droit d'un diplômé lambda. Il l'avait probablement attrapé à la pharmacie, sur le chemin de l'aéroport pour aller voir Jenny. Jenny a obtenu son diplôme avec mention, double spécialisation en sciences politiques et en économie. Elle avait déjà un emploi qui l'attendait, dans une prestigieuse association à but non lucratif à Manhattan. Mes parents ont publié environ 50 photos sur Facebook de sa remise de diplôme, et de la célébration qui a suivi. Des photos d'elle dans sa toge, des photos de la famille dans des restaurants chics, des photos d'eux visitant New York ensemble. Je n'étais sur aucune d'entre elles, évidemment. J'étais à 1,300 km de là, assis seul dans ma chambre d'étudiant, en train de faire mes cartons. Mes parents ne pouvaient pas s'arrêter de dire à quel point ils étaient fiers de Jenny. Ma mère a changé sa photo de profil Facebook, pour en mettre une d'elle et Jenny à la remise de diplôme. Toutes les deux rayonnantes. Elle est restée ainsi pendant 2 ans. La photo de profil de mon père est devenue une photo de Jenny, prononçant son discours de fin d'études. Pendant ce temps,
je suis presque sûr de n'avoir même pas été mentionné sur leurs réseaux sociaux, à l'exception d'une publication de ma mère qui disait « Nos 2 enfants ont obtenu leur diplôme universitaire ce mois-ci. Tellement fier. » Avec environ 15 photos, 14 de génie, et une de ma photo de fin d'études secondaires, datant d'il y a 4 ans. J'ai déménagé à Chicago, pour un emploi dans un cabinet comptable de taille moyenne. Le salaire était de 52,000 $ par an, ce qui ressemblait à une fortune, jusqu'à ce que je calcule ce qui partirait en impôts, loyer, nourriture, transport, et dans mes énormes remboursements de prêts étudiants. Le travail était abrutissant, principalement de la préparation de déclarations d'impôts, et de la tenue de livres de base pour de petites entreprises. Les journées étaient longues, surtout pendant la saison des impôts, où les semaines de 70 heures étaient la norme. La paie était juste correcte, mais c'était un début. Je vivais dans un studio, situé dans un quartier douteux de la ville, qui n'était au fond qu'un placard avec une fenêtre. L'endroit faisait environ 37 mètres carrés, avait un radiateur qui résonnait comme une émeute de prison tout l'hiver, et un voisin qui s'entraînait à la batterie à 2 heures du matin. Mais le loyer était de 700 $ par mois, ce qui était tout ce que je pouvais m'offrir après mes remboursements de prêts. Je l'ai meublé avec des trucs trouvés sur Craigslist, et un matelas décent pour lequel j'avais économisé, parce que mon dos me tuait, à force de dormir sur un futon depuis 3 mois. J'ai mangé des nouilles instantanées bien plus de soirs que je n'aimerais l'admettre. Non pas parce que je ne savais pas cuisiner, mais parce qu'après avoir travaillé 12 heures, et fait 1 heure de trajet aller-retour dans les transports en commun, j'avais à peine l'énergie de faire bouillir de l'eau. Mon budget course était de 150 $ par mois. J'ai appris à faire durer un poulet rôti toute une semaine. J'achetais les gros sacs de riz et de haricots. Je découpais les bons de réduction, comme une grand-mère pendant la Grande Dépression. Chaque dollar disponible allait dans mes prêts étudiants, car j'étais déterminé à me sortir de cette dette le plus vite possible. Mon paiement de prêt était de 850 $ par mois, sur le plan standard de 10 ans. Je remboursais 1200 $ par mois, parfois plus, si je prenais des missions de comptabilité en freelance le week-end. Je voulais que cette dette disparaisse. J'avais besoin qu'elle disparaisse. Chaque mois, au moment de faire ce paiement, je pensais au fait que je ne serais pas dans cette situation, si mes parents avaient simplement divisé le fonds d'études de manière équitable. S'ils m'avaient donné ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont donné à Génie, j'aurais probablement obtenu mon diplôme avec 30,000 $ de dette au lieu de 80,000 $. Cette différence de 50,000 $ m'écrasait. Pendant ce temps, Génie s'épanouissait à New York. Ou du moins, c'est ce que mes parents disaient à tout le monde. Elle changeait le monde avec son travail dans l'associatif, elle tissait des liens importants, et se bâtissait une carrière impressionnante. Mes parents lui rendaient visite constamment, publiant des photos de restaurants chics et de spectacles à Broadway. Quand je leur demandais s'ils voulaient venir me voir à Chicago, ma mère répondait, peut-être l'année prochaine, chérie. Nous sommes tellement occupés. Les années ont passé. J'ai travaillé d'arrache-pied dans ce cabinet comptable, faisant des semaines de 60 heures, acceptant tous les projets dont personne d'autre ne voulait, et me forgeant lentement une réputation de quelqu'un de fiable et d'efficace. J'ai remboursé la totalité de mes prêts étudiants à l'âge de 28 ans, l'intégralité des 80,000 $. Personne dans ma famille n'a même réagi quand je le leur ai dit. Mon père s'est contenté de dire, tu vois, on t'avait bien dit que tu t'en sortirais. J'ai changé de cabinet à 29 ans, rejoignant une entreprise plus grande avec de meilleures opportunités. Le travail était encore plus intense, mais le salaire était nettement meilleur. J'ai enfin quitté mon appartement en forme de boîte à chaussures, pour un vrai 2 pièces. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour la première fois de ma vie d'adulte. C'était une sensation incroyable. À 31 ans, je suis devenu chef de mission. À 32 ans, j'ai été promu manager. Et à 33 ans, il y a tout juste 2 mois, je suis devenu associé. Associé à 33 ans, je suis l'un des plus jeunes associés de l'histoire de mon cabinet. L'annonce est venue avec une augmentation significative, un intéressement aux bénéfices, et mon nom sur la porte. Littéralement mon nom sur la porte de la société. J'avais réussi. J'ai appelé mes parents pour le leur annoncer. J'étais sincèrement excité, malgré tout. Une part de moi voulait toujours leur approbation, voulait toujours qu'ils soient fiers de moi. Ma mère a répondu au téléphone. Salut, maman. J'ai d'excellentes nouvelles, ai-je commencé. Oh, c'est bien, chérie.
Écoute, on est justement sur le point de sortir. Ça peut attendre? Ça prendra juste une seconde. Je suis devenu associé dans mon cabinet. Silence à l'autre bout. Oh, c'est bien. C'est bien pour toi. C'était tout. C'est bien. C'est bien pour toi. Comme si je lui avais dit que j'avais testé un nouveau café. Et non pas que j'avais accompli ce pourquoi la plupart des gens travaillent toute leur carrière. Maman, tu m'as bien entendu? Je suis devenu associé à 33 ans. C'est quand même énorme. Oui, je t'ai entendu. Nous sommes très heureux pour toi. Écoute, il faut vraiment que j'y aille. Jenny traverse une mauvaise passe en ce moment, et elle a besoin que nous soyons disponibles pour elle. Évidemment, Jenny avait besoin de quelque chose. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que l'approbation de ma famille n'était pas quelque chose que j'allais obtenir un jour, mais ça piquait quand même. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de Jenny. Pas pour me féliciter d'être devenu associé. Pas même un « et », j'ai appris la nouvelle. Juste, je peux t'appeler? Il faut que je te parle d'un truc important. J'ai failli ne pas répondre. Jenny et moi n'étions pas proches. Nous avions été cordiaux au fil des ans, mais il y avait toujours cette tension étrange entre nous. Elle savait que nos parents la favorisaient. Je le savais. Tout le monde le savait. Elle ne l'a jamais reconnu, ne s'en est jamais excusée, elle l'a juste accepté comme un dû, et a continué sa vie. Mais la curiosité a pris le dessus, alors j'ai répondu, bien sûr. Elle a appelé dans les 2 minutes. Aucune formule de politesse, elle est allée droit au but. Je suis dans une très mauvaise situation financière, a-t-elle dit. J'ai besoin de te demander de l'argent. J'ai carrément éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'ironie était trop parfaite. Tu as besoin d'argent de ma part? Je sais que c'est gênant, a-t-elle poursuivi. Mais je ne savais pas à qui d'autre demander. Maman et papa ne peuvent pas m'aider. Et tu es la seule personne que je connaisse qui s'en sort bien financièrement. Qu'est-il arrivé à ton travail, ai-je demandé. Aux dernières nouvelles, tu faisais des choses incroyables dans cette ONG. Elle a soupiré. J'ai quitté ce boulot il y a 3 ans. Ça ne payait pas assez. Et j'avais toutes ces dettes étudiantes de mon master. Attends, un master? Je croyais que maman et papa avaient payé Columbia avec mon fonds d'études. C'est ce qu'ils ont fait, a-t-elle répondu. Mais j'ai repris mes études pour faire un master. Ils m'ont un peu aidé, mais j'ai dû contracter des prêts pour la majeure partie. Et le travail que tu as trouvé après ton master? Nouveau soupir. J'ai eu quelques emplois. Aucun n'a vraiment marché. Le secteur associatif ne paie pas bien, et j'ai eu quelques revers. J'ai laissé le silence s'étirer, attendant qu'elle donne plus de détails. Comme elle ne l'a pas fait, je lui ai demandé quel genre de revers. Je préférerais ne pas entrer dans les détails par téléphone, a-t-elle dit. Le fait est que je galère vraiment en ce moment. J'ai environ 60,000 $ de dettes de carte de crédit en plus de mes prêts étudiants, et j'arrive à peine à payer les mensualités minimales. Je me noie, et j'ai besoin d'aide. 60,000 $ de dettes de carte de crédit, en plus des prêts étudiants. Je ne voulais même pas savoir à combien s'élevaient les prêts étudiants. De quoi as-tu besoin de ma part, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. J'espérais que tu pourrais me prêter de l'argent. Peut-être 30,000 $, juste pour m'aider à me remettre sur pied. Je te rembourserai. Je te le promets. 30,000 $. Elle voulait que je lui prête 30,000 $. Le même montant qu'elle avait obtenu de mon fonds d'études, qui était censé m'appartenir. Jenny, ai-je dit, en gardant une voix calme. Tu as pris mon fonds d'études. Tu es allé à Columbia à mes frais. Maman et papa ont investi en toi parce que tu avais du potentiel. Tu te souviens? Moi, j'étais juste celui qui était terre à accent grave terre, et qui s'en sortirait très bien avec des prêts étudiants. Ce n'était pas ma décision, a-t-elle dit rapidement. C'était celle de maman et papa. Mais tu n'as pas dit non, n'est-ce pas? Tu ne leur as pas dit que c'était mal. Tu as juste pris l'argent et tu as tracé ta route. J'avais 17 ans. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient.
Mais tu le comprends maintenant, ai-je répondu. Et tu ne l'as jamais reconnu une seule fois, tu ne t'es jamais excusé, tu ne l'as même jamais mentionné. Tu as juste agi comme si c'était un dû. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, d'une petite voix, je le méritais. J'étais une bonne élève. Je travaillais dur. Moi aussi, ai-je rétorqué. Je travaillais 25 heures par semaine, tout en étudiant à plein temps. J'ai mangé des nouilles instantanées, j'ai vécu dans un placard, et j'ai obtenu mon diplôme avec 80,000 $ de dette parce que tu méritais mon fonds d'études. Et maintenant, tu me demandes de l'argent parce que tu as mal géré les avantages qui t'ont été servis sur un plateau d'argent. Il ne s'agit pas du passé, a-t-elle dit, la voix devenant défensive. Il s'agit de moi, qui demande de l'aide à mon frère. Je suis dans les ennuis et j'ai besoin de soutien. Où était mon soutien quand je croulais sous les dettes, ai-je demandé. Où était l'investissement de la famille en moi? Où était la confiance en mon potentiel? Tu es mesquin, a-t-elle lâché. Je suis réaliste, ai-je corrigé. J'ai financé moi-même mon parcours. J'ai travaillé comme un forcené pour arriver là où je suis. Personne ne m'a rien offert. Et maintenant, tu veux que je te sorte d'une situation que tu as toi-même créée. Je pensais que tu comprendrais, a-t-elle dit, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Je pensais que tu voudrais aider la famille. La famille, ai-je répété. C'est ça. La même famille qui a donné mon fonds d'études. La même famille qui n'a même pas pris la peine de me féliciter pour ma promotion en tant qu'associé. Cette famille-là. Maman m'a dit que tu étais devenu associé, a dit Jenny. Félicitations. Tu as clairement bien réussi. Alors pourquoi ne peux-tu pas m'aider? Parce que le potentiel ne paie pas le loyer, Jenny. Ce sont les résultats qui paient. Et tu as eu tous les avantages possibles, et tu les as gaspillés. Ce n'est pas mon problème. Elle a commencé à pleurer. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi cruel à ce sujet. Je suis ta sœur. Je te demande de l'aide. Et je suis ton frère, à qui tu n'as pas accordé la moindre pensée, pendant que tu vivais sur mon fonds d'études. Je suis le frère à la remise de diplôme duquel tu n'as pas assisté. Je suis le frère à qui maman et papa n'ont cessé de te comparer à ton avantage, pendant toute notre vie. Alors non, Jenny, je ne te prêterai pas d'argent. Alors tu vas juste me laisser souffrir, a-t-elle demandé à travers ses larmes. Je vais te laisser trouver une solution de la même façon que j'ai dû le faire, ai-je répondu. Prends un deuxième emploi, réduis tes dépenses, fais un budget, rembourse tes dettes petit à petit. Ça forge le caractère, tu te souviens? C'est ce que papa m'a dit. Elle m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais que si je ne le faisais pas, elle continuerait à appeler. Comment as-tu pu dire non à ta sœur, a-t-elle commencé, avant même que je puisse dire allô? Elle est dans les ennuis, et elle a besoin d'aide. Elle a besoin de 30,000 $, ai-je corrigé. Il y a une différence entre de l'aide et un sauvetage financier. C'est la famille. On aide la famille. Où était cette énergie quand moi j'avais besoin d'aide, ai-je demandé. Où était le soutien familial quand je me tuais à la tâche pour essayer de payer mes études? Quand j'ai demandé quelques centaines de dollars par mois, et que tu m'as ri au nez. C'était différent, a dit ma mère. Tu allais bien. Jenny est vraiment dans le pétrin. Moi aussi j'étais dans le pétrin, maman. Je me noyais. Mais tu t'en fichais parce que je n'étais pas l'enfant spécial. J'étais juste terre à accent grave terre, tu te rappelles? Tu es toujours amère à propos du fonds d'études, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Après toutes ces années, tu gardes toujours rancune. Je ne garde pas rancune, ai-je répondu. J'applique la même logique que vous. Vous avez investi en Jenny parce qu'elle avait du potentiel. Cet investissement n'a pas porté ses fruits. Ce n'est pas mon problème. C'est ta sœur. Et je suis ton fils, ai-je rétorqué. Un fils que vous avez ignoré et rabaissé toute ma vie. Un fils qui a financé lui-même ses études. Qui a travaillé d'arrache-pied, qui a réussi par lui-même, sans votre aide ni votre soutien. Et maintenant, vous voulez que je lâche 30,000 $ pour sauver la fille dont vous vous souciez vraiment? La fille qui a gâché tous les avantages que vous lui avez donnés? Ma mère est restée silencieuse un instant.
Alors, tu es devenu quelqu'un de très dur. Je suis devenu quelqu'un de très réaliste, ai-je corrigé. J'ai appris que je ne pouvais pas compter sur ma famille. J'ai appris que j'étais seul. C'est toi qui m'as appris ça, maman. Toi et papa. Et maintenant, tu es contrarié que j'ai effectivement retenu la leçon. Si tu n'aides pas ta sœur, je ne sais pas ce que nous allons faire, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la manipulation dans sa voix. La tentative de me faire culpabiliser. Vous trouverez une solution, ai-je répondu. Tout comme j'ai dû le faire. Peut-être que vous pouvez réallouer certains fonds. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, non? Réallouer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon père a appelé 1 heure plus tard. Même conversation, voix différente. Comment pouvais-je être aussi égoïste? Comment pouvais-je tourner le dos à ma famille? Ne comprenais-je pas que Jenny avait besoin d'aide? Je lui ai donné les mêmes réponses qu'à ma mère. Il m'a dit que j'étais vindicatif, et que je punissais Jenny pour des décisions qu'elle n'avait pas prises. Je lui ai répondu qu'elle avait profité de ses décisions pendant des années, et qu'elle ne s'y était jamais opposée. Il m'a traité d'ingrat. J'ai demandé de quoi exactement je devais être reconnaissant. Il m'a raccroché au nez. Jenny m'a envoyé un long texto ce soir-là. Il était rempli d'excuses, d'explications et de justifications. Elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées. Elle ne s'était pas rendue compte à quel point cela avait été dur pour moi. Elle comprenait que j'étais blessé, mais elle se noyait, et elle avait besoin d'aide. Et ne pouvais-je pas voir au-delà de notre passé pour l'aider maintenant? Elle promettait qu'elle avait changé. Elle promettait de me rembourser. Elle promettait que c'était exceptionnel. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Le lendemain, ma mère a rappelé. Cette fois, son approche était différente. Elle était gentille, voire douce. Elle a demandé comment j'allais, m'a félicité pour ma promotion d'associé, a dit qu'elle était fière de moi. C'était tellement transparent. Ça aurait été drôle si ça n'avait pas été si triste. Puis elle en est venue au fait. Je sais que tu es contrarié à cause du fonds d'études. Je vois bien, maintenant, que nous n'avons peut-être pas géré cela de manière équitable. Peut-être, ai-je dit. D'accord, nous ne l'avons pas géré de manière équitable, a-t-elle admis. Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû le diviser entre toi et Jenny. Nous aurions dû trouver un autre moyen de l'aider à payer Columbia. Nous avions tort. J'ai attendu. Il y avait clairement une suite. Mais c'est du passé, a-t-elle continué. Et en ce moment, ta sœur a besoin d'aide. Elle a fait quelques erreurs avec l'argent, mais elle en a tiré des leçons. Elle a juste besoin d'une chance de se remettre sur pied. Avec 30,000 $ de mon argent, ai-je dit. Ce n'est pas tant que ça pour toi, a dit ma mère. Tu viens de devenir associé. Tu t'en sors bien. Pour toi, 30,000 $ c'est gérable. Pour Jenny, c'est la différence entre couler et nager. Maman, ai-je dit lentement. Est-ce que tu t'écoutes parler? Tu me demandes littéralement de donner de l'argent à Jenny, parce que j'ai travaillé dur et réussi, pendant qu'elle a gaspillé tous les avantages que vous lui avez donnés. Tu me demandes de récompenser son échec, et de punir ma réussite. Ce n'est pas ce que je fais, a-t-elle protesté. C'est exactement ce que tu fais, ai-je répondu. Et la réponse est toujours non. Et 20,000 $ alors, a-t-elle tenté. Ou même 15,000 $. Quelque chose pour l'aider à repartir. La réponse est non pour n'importe quel montant, ai-je dit fermement. Il ne s'agit pas d'argent, maman. Il s'agit d'une question de principe. Tu as choisi Jenny plutôt que moi. Tu as investi dans son avenir, et tu m'as laissé me débrouiller seul. C'était ton choix. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences de ses choix, tout comme j'ai dû faire face aux conséquences des tiens. La voix de ma mère est devenue froide. Alors, tu vas juste regarder ta sœur souffrir? Je vais la regarder trouver une solution, ai-je corrigé, de la même façon que j'ai dû le faire. Ça forge le caractère, tu te souviens? Elle a raccroché. Les appels et les SMS ont continué pendant quelques jours. Jenny, mes parents, et même ma tante m'ont appelé, pour me dire que j'étais déraisonnable. Tout le monde avait une opinion sur ce que je devais faire de mon argent.
Personne ne semblait se soucier de ce qu'on m'avait fait. Finalement, j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents et à Jenny, je ne changerai pas d'avis. Arrêtez de demander. Si vous continuez à me harceler avec ça, je vous bloque tous. Mon père a répondu, nous essayons juste d'aider notre fille. J'ai écrit en retour, vous avez 2 enfants. Vous avez choisi d'en aider un. L'autre s'est aidé lui-même. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Et pour info, je suis aussi votre fils. La réponse de ma mère, nous n'avons jamais dit que tu ne l'étais pas. J'ai répondu, tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré chaque jour de ma vie. Le fond d'étude n'était que l'exemple le plus flagrant. Jenny a envoyé un message séparé, je suis désolé que tu aies l'impression que nous ne tenions pas à toi. Ça n'a jamais été l'intention, mais je galère vraiment, là, et je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas m'aider quand tu en as les moyens. J'ai écrit une dernière fois, c'est toi qui avais les moyens, Jenny. Tu avais mon fonds d'études, le soutien de mes parents, et tous les avantages que je n'ai jamais eus. Tu avais du potentiel, tu te souviens? J'étais juste l'enfant terre à accent grave terre, l'enfant ennuyeux, celui qui s'en sortirait très bien. Et je m'en sors très bien. Je vais même mieux que bien. Je suis associé dans mon cabinet. Je n'ai plus aucune dette, et j'ai réussi. Pas grâce au soutien de ma famille, mais malgré son absence. Tu as eu tout le soutien, tous les avantages, et c'est toi qui me demandes de l'argent. Réfléchis à ce que cela signifie. Elle n'a pas répondu. Cela fait 3 semaines que Jenny m'a demandé de l'argent pour la première fois. Mes parents ont arrêté d'appeler. Jenny envoie de temps en temps un texto, pour dire à quel point les choses sont difficiles, mais je ne réponds pas. J'ai été clair sur ma position. Hier, j'ai reçu un texto de Jenny, j'ai pris un 2e boulot dans le commerce de détail le week-end. C'est nul, mais j'ai besoin d'argent. Je suppose que tu avais raison à propos du fait de forger le caractère. J'ai failli répondre. Failli. Mais je ne l'ai pas fait, car il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison. Il s'agit de conséquences, de choix, et d'apprendre que le potentiel ne signifie rien, si on ne le concrétise pas par des actions. J'ai travaillé 25 heures par semaine, tout en étudiant à plein temps. J'ai mangé des nouilles instantanées. J'ai vécu dans un placard. J'ai remboursé 80,000 $ de dettes en travaillant comme un acharné. Je suis devenu associé à 33 ans, parce que je n'ai jamais eu le luxe de compter sur quelqu'un d'autre. Jenny a eu tous les avantages. Elle a eu du soutien. Elle a eu des encouragements. Elle a eu mon fonds d'études. Et elle l'a gaspillé. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Mes parents ont investi dans le potentiel. Moi, j'ai investi dans les résultats. Et c'est là toute la différence. Hier soir, je suis sorti fêter mon statut d'associé avec quelques collègues. Nous sommes allés dans un bon restaurant de grillade, le genre d'endroit que je n'aurais jamais pu m'offrir quand j'étais plus jeune. J'ai commandé le vin cher. J'ai pris un dessert. J'ai savouré chaque minute, car je l'avais mérité. Chaque petite chose, sans aide, sans soutien, sans personne pour croire en mon potentiel. J'ai juste fait le travail. Le potentiel ne paie pas le loyer. Ce sont les résultats qui le font. Et j'ai beaucoup de résultats à montrer pour mes efforts. Ma famille a fait son choix quand j'avais 18 ans. Ils ont choisi Jenny. Ils ont choisi le potentiel plutôt que l'esprit terre à accent grave terre. Ils ont choisi en qui investir. Maintenant, je fais mon choix. Je me choisis, moi. Je choisis d'investir dans mon propre avenir, et non de renflouer quelqu'un qui a gaspillé tous les avantages qu'on lui a donnés. Et si cela fait de moi le méchant de leur histoire, je peux vivre avec ça. Parce que dans mon histoire, je suis le gars qui a réussi malgré tout. Je suis le gars qui s'en est sorti tout seul. Je suis l'associé de 33 ans, qui l'a fait sans fonds d'études, sans soutien familial, et sans que personne ne croie en son potentiel. Et c'est une histoire dont je suis fier. Jenny m'a de nouveau écrit ce matin, je comprends pourquoi tu as dit non. Je ne suis pas d'accord, mais je le comprends. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi pour ta promotion. Même si je ne l'ai jamais montré, j'ai toujours su que tu réussirais. Tu as toujours été celui sur qui on pouvait compter. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une part de moi voulait répondre, engager la conversation, peut-être commencer à construire une meilleure relation avec ma sœur.
Mais la plus grande part de moi, celle qui se souvient de chaque affront, de chaque rejet, de chaque fois où l'on m'a fait me sentir inférieur, cette part-là ne pouvait pas laisser passer. Parce qu'être celui sur qui on peut compter n'est pas un compliment, quand cela signifie qu'on est celui dont personne ne se soucie, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Être celui qui s'en sortira très bien n'est pas rassurant, quand cela signifie que personne ne vérifie si on s'en sort vraiment bien. J'allais bien, non pas parce que quelqu'un m'avait aidé, mais parce que je m'étais aidé moi-même. Alors, je n'ai pas répondu au texto de Jenny. Je l'ai simplement archivé, et je suis allé travailler. Mes parents ont appelé la semaine dernière, pour m'informer qu'ils aidaient Jenny à consolider ses dettes, et qu'ils se portaient garant pour un prêt en sa faveur. Ils la laissent également revenir vivre à la maison sans payer de loyer, le temps qu'elle se remette sur pied. Jenny a 30 ans. Ils ne m'ont pas demandé mon aide, cette fois-ci. Ils m'ont juste informé de ce qu'ils faisaient, dans l'espoir, je crois, que je me sente coupable, ou que je propose peut-être de contribuer. J'ai juste dit, d'accord, bonne chance avec ça, et j'ai raccroché. Ma mère a rappelé immédiatement. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, ai-je demandé. Vous aidez Jenny. C'est ce que vous avez toujours fait. Je ne suis pas surpris. Nous t'avons aidé aussi, a-t-elle dit sur la défensive. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Vous m'avez donné un toit pour lequel j'ai payé un loyer, ai-je corrigé. Et vous m'avez élevé en me faisant croire que j'avais un fonds d'études, jusqu'à ce que vous décidiez de le donner à quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les arguments massus que tu crois, maman. Tu ne vas jamais laisser ça de côté, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Probablement pas, ai-je admis. Parce qu'il n'était pas seulement question d'argent. Il était question de ce que cela représentait. Vous avez choisi Jenny plutôt que moi. Vous avez décidé qu'elle valait la peine qu'on investisse en elle, et moi non. Vous m'avez dit, en des termes très clairs, que je valais moins qu'elle. Et maintenant, vous êtes surpris que je n'ai pas envie de jouer à la famille heureuse. Nous n'avons jamais dit que tu valais moins, a dit ma mère doucement. Tu n'avais pas besoin de le dire, ai-je répondu. Tu l'as montré maintes et maintes fois. Le fonds d'études n'était que l'exemple le plus coûteux. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je suis désolé que tu ressentes ça. Je suis désolé que tu m'aies fait ça, ai-je répondu. Et j'ai raccroché. Je ne sais pas si j'aurai un jour, à nouveau, une vraie relation avec ma famille. Une part de moi pense que je devrais leur pardonner, passer à autre chose, être le plus mature. Mais la plus grande part de moi, celle qui a passé 4 ans à se tuer à la tâche, tout en regardant sa sœur se laisser porter par des avantages qui auraient dû être partagés entre nous, cette part-là n'est pas prête à pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de mesquin. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un d'amer. Mise à jour, beaucoup de personnes dans les commentaires demandent ce qui est arrivé à Jenny pour accumuler toutes ses dettes, et pourquoi elle galère autant après avoir eu tant d'avantages. J'ai posé la question directement à ma mère, après avoir vu ses interrogations, car j'étais curieux moi aussi. Il s'avère que les revers de Jenny sont davantage de son propre fait que je ne le pensais. Après Columbia, elle a accepté un poste dans une ONG prestigieuse à Manhattan, pour un salaire d'environ 45,000 $ par an. Pas incroyable, mais pas terrible pour un poste de débutant, dans un domaine qui la passionnait. Le problème? Elle voulait vivre le style de vie new-yorkais qu'elle avait vu à la télé. Elle a loué un appartement à Manhattan qui coûtait 2,5 cents $ par mois, au lieu de prendre des colocataires à Brooklyn ou dans le Queens. Elle mangeait constamment au restaurant, dans des endroits branchés. Elle achetait des vêtements chers, parce qu'elle devait avoir une apparence professionnelle. Elle allait à des concerts, des spectacles, et des événements pour faire du réseautage. En moins d'un an, elle avait 15,000 $ de dettes de carte de crédit. Mes parents l'ont tirée d'affaire, ont remboursé les cartes, et lui ont dit de faire plus attention. Elle a promis qu'elle le ferait. Ensuite, elle a décidé qu'elle avait besoin d'un master pour faire avancer sa carrière. Elle a été acceptée à la NYU, pour leur programme de gestion des ONG. Mes parents l'ont aidée avec une partie, mais la majorité a été financée par des prêts. Encore 60,000 $ de dette. Elle a obtenu son diplôme, et a pris un autre emploi dans une ONG, gagnant 55,000 $ par an, à peine plus qu'avant. Mais maintenant, elle avait un master,
donc elle méritait un plus bel appartement. 3,000 $ par mois, cette fois-ci. Les cartes de crédit ont refait surface. Shopping, restaurant, voyage pour rendre visite à des amis dans d'autres villes. Elle était jeune, et elle méritait de profiter de la vie, selon ma mère. Mes parents l'ont de nouveau renflouée. Encore 20,000 $ de dette de carte de crédit. Ils lui ont dit que c'était la dernière fois. Elle a promis de changer. Elle ne l'a pas fait. Elle a jonglé entre plusieurs emplois dans le milieu associatif, ne restant jamais plus de 18 mois au même endroit. Elle avait toujours une excuse pour expliquer son départ. Le travail n'était pas épanouissant. Son patron était difficile. L'organisation était mal gérée. Ce n'était jamais de sa faute. Les dettes de carte de crédit ont continué de grimper. Mes parents ont cessé de la renflouer, mais ils n'ont pas cessé de la conforter dans ses habitudes. Ils lui envoyaient de l'argent pour les courses, qui allait probablement à son bar à vin préféré. Ils lui prêtaient de l'argent pour le loyer, qui n'était jamais remboursé. Ils finançaient son style de vie, tout en appelant cela du soutien. Il y a 3 mois, elle a quitté son emploi sans en avoir d'autre en vue, parce qu'elle était en burn-out. Elle a postulé à des offres, mais n'arrête pas de se faire rejeter. Probablement parce qu'elle change de travail sans arrêt depuis des années, et que son CV ressemble à celui de quelqu'un incapable de s'engager dans quoi que ce soit. Maintenant, elle a 60,000 $ de dette de carte de crédit, environ 85,000 $ de prêts étudiants, pas d'emploi, et elle vit de ses indemnités chômage et de son job à mi-temps dans la vente, pendant que mes parents se portent garant pour des prêts afin de consolider ses dettes. Voilà le potentiel dans lequel ils ont investi. Voilà la personne qu'ils ont choisie à ma place. Et les gens se demandent pourquoi je refuse d'aider.